Alors, le problème de l'Union européenne, c'est que nous avons le président de la Commission, qui est Jean-Claude Juncker, qui était aussi le Premier ministre du Luxembourg, qui est le centre de l'évitement fiscal, qui est le centre pour les multinationales pour ne pas payer d'impôts. Et le LuxLeaks, le scandale des LuxLeaks, qui a été révélé quelques jours après l'installation de Jean-Claude Juncker comme président de la Commission, donc c'était en octobre 2014, a mis sur la table réellement combien le problème était important. Et à ce moment-là, nous les Verts, nous avons décidé de notre politique pour les 5 années à venir, qui était que Juncker devait agir ou partir, parce que nous savions qu'on n'arrivera pas à le chasser à ce moment-là. Et nous avons obtenu ce qu'on appelait la commission LuxLeaks, la commission taxe 1 et 2, et un peu contrairement à mon attente, on a pu vraiment bien travailler transpartisanement avec les socialistes français par exemple, et nous avons fait des recommandations à la commission, mais surtout nous avons eu un appui des citoyens européens incroyable. Il y a eu des manifestations par exemple en faveur de whistleblower en Pointe del Tour, qui a été condamné de nouveau hier à Luxembourg, mais on parle de centaines de milliers de citoyens qui se sont mobilisés. Lorsque j'ai lancé, après le Panama Papers, l'appel à la constitution de task force pour instruire et traduire devant les tribunaux tous ceux qui étaient dans ces Panama Papers, il y a eu 500 000 signatures. Je disais que le temps de l'impunité est fini, notamment pour les banques. Et donc, il y a un très fort mouvement populaire. Et c'est ce mouvement populaire qui a compris combien cette injustice, combien le fait que McDonald's ou Apple, Starbucks ne payent pas d'impôts, combien ça a un impact sur votre retraite, sur l'hôpital, c'est maintenant connaissance commune. Et c'est en s'appuyant sur cette force-là et sur des ONG comme Tax Justice Network que nous avançons. Et nous avons créé une autre commission d'enquête après les révélations de Panama Papers, où nous avons pu voir que malgré la législation qu'Eric a appliquée avec rigueur anti-money laundering, anti-blanchiment, ça n'a pas empêché des trillions d'euros de fuiter de partout, de tous les pays européens, vers ces comptes cachés. Et là, vraiment, notre mandat, c'est d'expliquer ça, d'expliquer qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et nous travaillons beaucoup sur les intermédiaires, et nous n'avons pas peur de nous. Ce que nous écrivons dans le rapport à venir, c'est que tout cela ne serait pas possible sans le rôle des banques, sans le rôle de la Société Générale luxembourgeoise, sans le rôle des avocats qui utilisent leur privilège de secret mal pour cacher. Et on voit qu'il y a ici une hypocrisie monstrueuse où les banques disent devant les Sénats, ils jurent, nous ne créons plus de sociétés offshore. Et puis, il y a les Panama Papers où on voit que la Société Générale, par exemple, en a créé beaucoup. Et donc, nous identifions le problème, nous essayons de le combler. Et c'est donc deux problèmes un peu différents entre les fortunes qui se trouvent dans les paradis fiscaux des particuliers dans les sociétés offshore. C'est souvent de la fraude fiscale, mais c'est aussi l'argent criminel, c'est aussi l'argent de la corruption. Par exemple, on a retrouvé le financement de la villa à Marrakech de Balkany dans les Panama Papers, ça vous le savez. On a pu boucler. Et donc ça, c'est vraiment le blanchiment de l'argent criminel aussi. La fiscalité des multinationales qui arrivent à ne pas payer d'impôts, et nous savons qu'ils payent 0,01%. Nous savons que Apple en Irlande, qui vient d'être condamné à payer 13 milliards d'amendes pour violation des règles sur la concurrence, ils avaient un deal avec l'Irlande qui était donc 0,01.
Et cette amende a été calculée, la différence entre le taux d'imposition normal en Irlande, qui est très faible, 12,5, et ce qu'ils sont payés. En fait, les deux moteurs des multinationales, c'est très simple. C'est le fait que le groupe, qui souvent a des centaines de filiales, ils arrivent à faire croire aux autorités de taxation et aux autres que chaque filiale est indépendante et doit être taxée d'une façon indépendante. Et c'est comme ça qu'ils transfèrent les bénéfices d'une filiale vers une autre et ils établissent des filiales dans les paradis fiscaux où justement il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices, par exemple. C'est ainsi que les pays en voie de développement qui ont des ressources minières, le Mali pour l'or ou la Zambie pour le cuivre, leur cuivre est exporté en dessous du prix du marché vers une filiale qui se trouve à l'île Maurice, qui est un paradis fiscal, et à partir de l'île Maurice, il est vendu à Siemens par exemple, le cuivre, au prix évidemment du marché mondial, et les bénéfices est fait à l'île Maurice. Et justement, leur loi de taxation à l'heure normale, il faut les lire, on voit à la page 272 en bas de la page que si on le demande, on peut être exonéré de tout impôt sur les sociétés. Et donc, ce système maintenant est complètement connu, mais donc les moteurs, c'est le fait qu'il y a les filiales et qu'il y a le prix de transfert. Donc c'est sur ces deux moteurs qu'il faut agir. Et la façon d'agir, c'est évidemment d'imposer ce qui est la réalité, c'est que Total doit être taxé comme une seule entreprise, que Starbucks est une seule entreprise, et que l'impôt qu'il paye selon une clé de répartition que nous discutons. Donc, nous venons de commencer le travail sur ça. On appelle ça le CCTB, Common Consolidated Corporate Tax Basis. Ça, c'est le premier stade. On va se mettre d'accord comment taxer les intérêts, quel intérêt sur quel emprunt admettre, par exemple. Et ensuite, deuxième stade, c'est qu'il faut un taux d'imposition commun. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que nous arriverons à supprimer le moteur, mais les pays décideront de baisser le taux d'imposition. Donc il y a une compétition sur le taux. L'Angleterre a déjà annoncé qu'ils vont se mettre à 15%. Et à Malte, par exemple, le taux d'imposition est de 5%. Et vous ne pouvez pas faire tourner une société avec 5% d'imposition. Donc c'est un énorme chantier, mais on sait comment faire. Et le bateau prend l'eau de toutes parts, mais nous sommes aussi nombreux à essayer de boucher les trous. Et donc la connaissance est sur la table. Je vous invite, et je peux vous envoyer les liens, à lire le rapport Taxe 1 et Taxe 2 qui décrit tout et qui décrit aussi comment le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande, pendant 30 ans, ont empêché tout progrès. Ça laisse un peu atterré quand même. Alors, il y a quelques possibilités d'espoir quand même. Ceux qui ont pris la peine d'écouter la présentation de son programme par Benoît Hamon en fin de matinée, y auront peut-être vu une liste un peu lancinante de mesures. Et je crois qu'il faut penser à les rattacher les unes aux autres. Quand on évoque le verrou de Bercy, ça paraît un peu folklorique, après tout, pourquoi les juges, plutôt que les techniciens de Bercy, s'occuperaient de la répression de la fraude fiscale. Il faut revenir à une autre question que posait Benoît ce matin. Qui paye? Qui paye les candidats? Quels sont les soutiens des candidats? Quels sont ceux qui donnent? Il a insisté là-dessus, et il a bien raison, parce qu'on comprend mieux alors, quand on connaît qui paye, qui soutient, ce qui va arriver. Parce que ceux qui payent ne payent pas pour les beaux yeux des candidats, ils payent manifestement pour ce que les candidats pourront leur apporter. Moi, ce qu'il a dit ce matin, j'aimerais bien que ça soit suivi des faits, qu'on sache quels sont les soutiens financiers de chacun.
parlait des lobbyistes tout à l'heure, lobby, ça vient du mot couloir. Ce qui se passe dans les couloirs. C'est le contraire même de la transparence en politique. Donc, en disant, allez, déverrouillons la fraude fiscale, faisons en sorte que ce ne soit plus les politiques qui aient la main sur la fraude fiscale. Faut-il être sûr que quelqu'un prendra le relais? Je crois qu'en France, il y a une autre proposition de Benoît qui a pu passer un peu inaperçue dans le tas. C'est le procureur européen. Il a dit, je suis pour le procureur européen. Il n'a pas développé. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. L'avantage du procureur européen, en dehors de cette référence à l'Europe, qui reste quand même une référence extrêmement importante, c'est qu'il serait placé au-dessus des États et qu'il aurait la possibilité, dans ce que nous avons imaginé, qu'il aurait la possibilité de donner des injonctions aux procureurs nationaux par-dessus ceux dont ils procèdent pour qu'ils exercent des poursuites, y compris contre ceux qui, à l'intérieur d'un pays, violent la loi. Il serait au-dessus des États. Je disais qu'en plus, il fallait se référer à ce qui se passe pour le directeur général de l'Office de lutte antifraude en Europe. C'est qu'en cas de pression, le procureur européen aurait la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a tout un dispositif derrière. 2 mots, une fois encore. C'est toujours un peu gênant, les programmes, où on dit beaucoup de choses et on en dit peu, où on en dit beaucoup et on comprend peu. C'est un peu le problème. Donc on est un peu là pour expliquer peut-être aussi. Voilà, il y a quelques dispositifs qui sont intéressants et qui montrent une volonté de Benoît Hamon de dire démasquons ceux qui détiennent le pouvoir réel et qui essaient d'accaparer le pouvoir politique. Et essayons de les écarter avec les mécanismes tels que le procureur européen. Donc, ne désespérez pas. Et puis, je maintiens que c'est quand même beaucoup un problème de culture pour ce qui nous concerne. Vous constaterez que dans les pays latins, c'est-à-dire les pays plutôt catholiques, il faut bien le dire, de culture catholique, il semble qu'on ait un goût immodéré pour l'argent. Ça se réfère à ce que je viens de vous dire encore. Quand vous cherchez des comparaisons ailleurs, ne vous y trompez pas. Je crois que les lois affichent toutes ou à peu près la même ambition. Mais c'est la culture qui les défend. Et la nôtre, c'est plutôt celle de l'âpreté au gain. On l'a bien vu ces derniers temps.